Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un de mes animés préférés dont je pense peu de personnes en France le connaissent. Je parle de Mahou Shoujo Ririkaru Nanora, ou simplement Ririkaru Nanora pour aller plus vite. Alors il va y avoir beaucoup de choses à dire, donc je vais découper cette vidéo en deux parties. La première, celle-ci, où je parlerai de la série et tout ce qu'il y a autour de cette série. Et la deuxième partie, la deuxième vidéo, où j'entrerai plus en détail dans l'univers et un peu des personnages. Alors, Ririkaru Nanora est à la base un spin-off de la série des Triangle Heart créée par Masaki Tsuzuki, une série de jeux vidéo de type Hero Game. Triangle Heart 3 étant la série depuis laquelle Ririkaru Nanora a été créée, contient un grand nombre de personnages qu'on retrouvera après dans la série des Nanora. Le jeu se concentrant sur Kyoya Takamachi, le grand frère de Nanora, la protagoniste de la série éponyme, ainsi que le reste de la famille Takamachi, bien que le personnage de Nanora ne soit pas l'un des personnages principaux du jeu. Un premier spin-off nommé Ririkaru Toy Box fut créé, se concentrant donc sur le personnage de Nanora et ajoutant le côté magique qu'on retrouvera du coup plus tard. Nous retrouvons d'ailleurs aussi plusieurs personnages de ce spin-off dans la future série. Et finalement, en octobre 2004, le premier épisode de la série des Magical Girl Ririkaru Nanora est diffusé. Elle est créée et écrite par Masaki Tsuzuki et produite par le studio Seven Arcs. La série Ririkaru Nanora contient 4 saisons. La première saison Ririkaru Nanora, Ace la deuxième sortie en 2005, Strikers sortie en 2007 et Vivid sortie en 2015, ainsi qu'un spin-off de cette dernière saison, Vivid Strike, sorti en 2016. 4 films, The Movie First et The Movie Second Ace, qui sont des récaps des deux premières saisons, mais avec quelques légers changements, sortis respectivement en 2010 et 2013, suivi ensuite par Reflection et Detonation, des films originaux sortis respectivement en 2017 et 2018. Et des jeux aussi ont été faits, Battle of Aces et Gears of Destiny sortis sur PSP, ainsi que Innocent, situé dans la continuité Brave Duel, un jeu de type social game se jouant sur portable. Et bien évidemment, de nombreux mangas ont aussi vu le jour. Alors, juste avant, j'ai énoncé le terme de continuité. Ce terme est utilisé pour faire la différence entre les différentes séries se passant dans des univers différents. La continuité originale fait référence à Triangle Heart et Lyrical Toy Box. La continuité principale fait référence à tout ce qui se rapporte à la série télévisée, commençant avec la première saison. La continuité des films, elle, fait évidemment référence aux films. La continuité portable fait référence aux jeux vidéo sur PSP. Et finalement, la continuité Brave Duel fait référence à tout ce qui est en rapport avec le jeu Innocent. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est une série de Magical Girl qui change ? Je pense que tout comme moi, quand vous parle de Magical Girl, vous pensez directement à quelque chose de mignon, une jeune fille qui reçoit une sorte de merde en plastique rose par un petit animal chiant et obtient des pouvoirs magiques, si je peux me permettre de réemprunter les mots du joueur du grenier. C'est quelque chose qui était connu avec les séries telles que Amy Magic, Creamy ou encore Gigi. Mais bien évidemment, il y a des exceptions, surtout lorsqu'on avance un peu plus dans le temps. Les Magical Girls passent d'une série pour enfants, enfin pour gamines, à une série que des jeunes peuvent regarder, même les garçons. Et on commençait avec Sailor Moon et Cardcaptor Sakura, qui commencent à intégrer des choses, entre guillemets, un petit peu plus sérieuses. Bien que Cardcaptor reste tout de même une série plus destinée pour les enfants, à la différence de Sailor Moon, qui est un shonen. Eh bien, Ririkaru Nanora va plus loin, tout en gardant, du moins au début, ce qui fait une série de Magical Girl, et vous allez rapidement comprendre pourquoi et comment. La série commence de manière tout à fait classique. On rencontre notre protagoniste Nanora, une simple jeune fille âgée de 9 ans, ainsi que ses amis Arisa Isuka et sa famille, les Takamachi, qui sont les mêmes que dans Triangle Heart, à la seule différence que les événements de Triangle Heart ne se sont jamais produits. Et toujours dans le classique, Nanora rencontrera du coup un petit animal qui lui donnera de quoi se transformer et utiliser la magie. Ici, ce sera une sorte de furet du nom de Yuno qui vient d'un autre monde et donne à Nanora Raging Heart, un device qui va lui permettre justement d'utiliser la magie. Elle décidera alors d'aider Yuno à récupérer des objets magiques extrêmement dangereux, les Duel et Shield. Alors, les premiers épisodes pour l'instant semblent très simples et classiques pour une série de Magical Girl. Cependant, après quelques épisodes, la série change totalement de tournure avec l'arrivée d'un certain personnage.
Et l'arrivée de Fate dans la série nous fait enfin entrer dans le vif du sujet, dans ce que la série est vraiment. La nouvelle Magical Girl arrive d'abord en tant qu'antagoniste, les deux s'affronteront assez violemment pour les Jewel Shield. Au début, bien évidemment, nous ne savons pas pourquoi Fate veut les Jewel Shield, on apprendra plus tard qu'elle ne fait qu'aider quelqu'un, Precious Testarossa, sa mère. La rencontre avec Fate va énormément chambouler Nanora, la faisant se poser des questions ainsi qu'à se demander ce qu'elle veut faire avec Fate. Nanora et Yuno vont donc continuer de rencontrer et confronter Fate et son familier Alf plusieurs fois, Nanora espérant à chaque fois pouvoir discuter avec Fate. Et lors d'une nouvelle confrontation, les deux jeunes filles entrechoquèrent involontairement leur device Raging Heart et Barredish avec le Jewel Shield, ce qui créa une énorme explosion d'énergie, ce qu'on appelle un tremblement dimensionnel, qui fut capté par l'équipage d'un vaisseau, des membres du Bureau Administratif Spatio-Temporel, ou le TSAB en anglais. C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à rentrer un peu plus en détail dans l'univers qui entoure la série. La rencontre avec Chrono se fera lorsqu'il arrêtera Nanora et Fate de se battre et emmènera du coup Nanora ainsi que Yuno sur le vaisseau Asra, où on y rencontrera la mère de Chrono et la capitaine du vaisseau, Lindy Haraon, qui expliquera tout à propos du Tsab, des Lostologia et des mondes dimensionnels et tout ce qui est un peu autour de la série et de l'univers. On aura aussi la confirmation que Yuno était bel et bien un jeune garçon ayant pris l'apparence d'un furet qu'on a vu au tout début du premier épisode. Et après la discussion à propos des Jewel Shield, Nanora et Yuno décideront d'aider le Tsab à collecter les Jewel Shield. Et finalement, sur les 21 Jewel Shield, il n'en resta plus que 6. Fate forcera l'activation de ces derniers, et voyant que Fate se tuait littéralement à la tâche, et que les membres du Tsab ne faisaient qu'attendre qu'elle se tue ou qu'elle se fatigue pour pouvoir l'attaquer, Nanora décide de désobéir les ordres de Lindy et alla sauver Fate. À cet instant, Nanora se décide finalement sur ce qu'elle voulait, et après avoir réglé la situation, annonce à Fate qu'elle veut qu'elles deviennent amies. Et c'est à partir de ce moment que tout ce que vous pensiez savoir à propos de la relation des personnages change complètement. Car jusqu'ici on peut penser que la romance se passerait comme dans une série de Magical Girl classique et que donc Yuno serait la romance principale possible pour Nanora. Avec un rival possible dans le personnage de Chrono, qui était d'ailleurs la romance de Nanora dans Lyrica de Toy Box. Cependant, Nanora confirmant qu'elle ne veut pas abandonner Fate commence à faire changer les choses et vous comprendrez ça facilement vraiment à la fin, à toute fin de la série. Bref, suite à l'incident des Jewel Shield, alors que les deux jeunes filles allaient se les partager, la mère de Fate, Precious, foudroya le vaisseau du Tsab ainsi que la zone de l'incident. Voyant d'ailleurs que c'était sa mère qui attaquait, Fate eut un air terrorisé sur le visage. Alf récupéra Fate et 3 Jewel Shield, les 3 autres ayant été récupérés par Chrono juste avant, et retourna au Jardin du Temps, la base de Precious Testarossa, mais mécontente des résultats de Fate, Precious se mit à punir violemment la jeune fille. Voyant dans quel état était Fate et à quel point Precious traitait sa fille avec aussi peu de respect, alors que Fate a toujours tout fait pour que Precious lui montre un peu d'amour, Alf décide de se rebeller et confronter Precious, mais malheureusement se retrouve blessé sur Terre sous forme animale et se fera récupérer par Arisa peu de temps après. Lorsque Nanora, accompagnée de Yuno en furet, alla chez Arisa pour aller voir Alf, cette dernière expliqua tout ce qu'elle savait. Nanora décida alors d'affronter une dernière fois Fate dans un combat aussi violent que badass qui se terminera sur la victoire de Nanora avec sa technique la plus puissante, le Starlight Breaker. Cependant, enragé par la défaite et déçu de Fate, Precious décide d'abandonner la jeune fille et la foudroie d'une violente attaque. Mais cette attaque permit aux membres du Tsab de découvrir où se cachait Precious et de lancer une attaque.
Fate ainsi que Arf furent ramenés sur le vaisseau où elle assistera à la tentative d'arrestation de Brescia Testarossa, qui n'aboutira pas. Et c'est à cet instant que l'on apprend la véritable motivation de Brescia et que la série devient officiellement sombre. Fate est en fait une clone de la défunte fille biologique de Brescia, Alicia. Brescia cherchait à ressusciter sa fille en créant un clone et lui donnant les souvenirs d'Alicia. Mais voyant qu'il y avait des différences entre les deux, Brescia décida de les considérer comme étant deux entités différentes. La clone prenant donc le nom du projet de clonage Fate. Brescia décida aussi d'utiliser Fate pour récolter les Duelucides avec lesquels elle souhaite pouvoir atteindre Al-Hazard, la capitale d'un monde ayant disparu où pourraient se trouver les secrets pour ressusciter les morts ou même retourner le temps. Brescia termina son explication en disant à Fate qu'elle ne l'a jamais aimé, et suite à ces révélations, le cœur de Fate se brisa et elle s'écroula. Nanora, Yuno et Chrono allèrent ensuite au Jardin du Temps pour stopper Brescia qui venait d'activer les 9 Duelucides en sa possession. De son côté, après que Arf soit parti aider Nanora, Fate commença à se questionner sur son existence et commença enfin à voir ce qu'il y avait autour d'elle, remarquant enfin Nanora. Et après avoir pris sa décision, Fate rejoignit le Jardin du Temps. Elle arriva en scène en sauvant Nanora d'une manière extrêmement badass. Et c'est à cet instant que Fate, qui avait perdu son statut d'antagoniste avec la première apparition de Brescia, passe maintenant en tant que protagoniste. Après que le tremblement dimensionnel créé par les Duelucides soit stoppé par Lindy, Fate eut une dernière discussion avec Brescia. Cependant, la destruction du Jardin du Temps continuait toujours et Brescia et Alicia tombèrent dans le vide et disparurent. On ne sait d'ailleurs toujours pas ce qui leur est arrivé. A la fin, Fate ainsi que Arf fut gardé en garde à vue étant une importante témoin. Chrono indique à Nanora que Fate ne sera certainement pas arrêtée car elle n'avait aucune idée des intentions réelles de Brescia, n'ayant été utilisée que comme un outil. Avant que Fate ne soit transporté au QG du Tsab pour son procès, il est permis à Nanora et Fate quelques minutes d'intimité. Les deux jeunes filles finissent enfin par se retrouver seule à seule. Fate remercie Nanora et lui dit qu'elle veut bien devenir amie mais qu'elle ne sait pas comment. Nanora lui répond qu'il lui suffit juste d'appeler son nom. C'est d'ailleurs quelque chose qui va rester très important pour les deux. Fate donc appelle le nom de Nanora plusieurs fois avant que Nanora finisse par fondre en larmes dans les bras de Fate. Après un moment dans cette position, Chrono vient leur dire que c'est l'heure pour eux de partir. Nanora alors se précipite et détache ses rubans pour les offrir à Fate, qui fit de même en détachant ses rubans et les offrant à Nanora. Les deux échangent un dernier regard sincère tout en échangeant leurs rubans avant de finalement se dire au revoir et se quitter. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit plus tôt que ce que vous pensiez savoir des relations de la série, elle est complètement changée. Bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur la relation entre Nanora et Fate parce qu'il y a juste beaucoup trop de choses à dire. Je garde ça pour une autre fois. Gardez juste en tête que la relation entre Nanora et Fate est un sujet important et omniprésent dans toute la série et même toutes les séries. Je sais que je me suis beaucoup attardé sur la première saison, mais c'était nécessaire. Et je vais essayer d'être un petit peu plus synthétique pour le reste. Et du coup, justement, la saison 2, Ririkaru Nanora Ace. La série se passe 6 mois après la fin de la première, en décembre, peu de temps avant Noël pour être précis. Nanora continue de s'entraîner à la magie, et Fate est dans la dernière ligne droite avant la fin de son procès qui est quasiment déjà gagné. Le début commence très fort en introduisant directement les antagonistes principaux de cette saison avec un premier affrontement avec Nanora. On y rencontre du coup d'abord Vita, une mage qui utilise un autre type de magie ainsi qu'un autre type de device. Nanora se fait malheureusement vaincre mais se fait sauver in extremis par Fate et Yuno. On rencontre ensuite les leaders des antagonistes appelés Walkenritter, Shignum, ainsi que Zafira, une sorte de familier similaire à Arf. Pour pouvoir briser la barrière créée par les Walkenritter, Nanora prépare un Starlight Breaker malgré son piteux état. Cependant, la dernière membre des Walkenritter, Shamal, absorbe le Linkarquar de Nanora. Linkarquar étant l'origine de la magie des mages. Mais Nanora arrive tout de même à lancer son Starlight Breaker avant de s'évanouir. On apprendra donc que ces nouveaux antagonistes sont des mages venus de Belka, une ancienne civilisation maintenant détruite, utilisant un système de cartouches dans leur device, leur permettant de booster instantanément leur puissance magique pour un court instant. On apprendra aussi que ces Walkenritter sont en fait des programmes créés par un Lost Logia du nom de Livre des Ténèbres.
Ils n'obéissent qu'à leur maître, celui qui possède le livre des ténèbres, et ne vivent que pour lui et remplir les 666 pages du livre. Sauf qu'ayant été modifié il y a longtemps, si le livre est complété, alors ce dernier va absorber son propre maître et mettre fin au monde dans lequel il est. Durant leur combat, Raging Heart et Bardiche se sont malheureusement retrouvés quasiment détruits, et avec Nanoha ne pouvant utiliser la magie pour le moment, Nanoha et Fate continuent du coup leur quotidien sur Terre avec Fate, qui entre dans la même école que Nanoha. Et pendant ce temps, Suzuka rencontre Hayate, une jeune fille malheureusement handicapée dont on apprendra un petit peu plus tard qu'elle est en fait la maîtresse des Broken Ritter, mais qu'elle n'a aucune idée de ce que ces derniers sont en train de faire. Juno va aller à la bibliothèque de l'infini accompagnée de Lise et Lotte, les familiers d'un homme qui a déjà eu affaire au livre, et ancienne instructrice de chrono pour chercher le plus d'informations possible. Ils apprendront donc que le livre ne peut pas être détruit, il se régénérera automatiquement puis se téléportera dans un autre monde à la recherche de son prochain propriétaire. D'un autre côté, Raging Heart et Bardiche installent le système de cartouches de Belka, système très instable et dangereux. Mais grâce à ce système, Nanoha et Fate purent tenir tête à Vita et Shignum pendant leur deuxième affrontement. Durant cet affrontement, Shamal s'apprêtait à téléporter hors de là ses compagnons, mais se fit stopper par Chrono, mais elle fut secourue par un homme masqué. Dans un autre monde, Nanoha affrontera à nouveau Vita, qui se fera sauver in extremis par l'homme masqué avant d'aller aider Shignum qui se battait contre Fate, en l'aidant à absorber le Linker Core de Fate. Plus tard, Nanoha et Fate, accompagnés de Arisa et Suzuka, iront rendre une visite surprise pour Noël à Hayate se trouvant à l'hôpital. Elles découvriront donc que Hayate est la maîtresse des Worken Riders, et elles s'affronteront ensuite de nouveau. Hayate, qui vit sa famille, les Worken Riders disparus, et perdit la raison, activant du coup le livre des ténèbres qui absorba Hayate. On verra ensuite que les deux hommes masqués étaient en fait Lise et Lotte. Leur maître pensait que geler indéfiniment le livre une fois activé réglerait le problème. Nanoha et Fate affrontent donc le livre ayant pris forme humaine. Puis Fate se fit malheureusement absorber par le livre où elle vivra un rêve. Dedans, elle rencontrera Alicia, Rinis et Precia. Et Fate indique que ce rêve est ce qu'elle a toujours souhaité. Dans son rêve, Fate discutera avec Alicia. Et cette discussion permettra à Fate d'enfin se mettre en accord avec elle. Elle arrivera donc à briser le rêve dans lequel elle était prisonnière et réapparue dans le monde réel. Au même moment, Hayate est revenue à elle, et avec l'aide de Nanoha et Fate, réussit à séparer le système de défense du livre de sa conscience, donnant le nom de Reinforce à cette dernière. Les Worken Ritter, maintenant ressuscités, et Hayate, accompagnés de Nanoha, Fate, Yuno, Arf et Chrono, s'allièrent pour détruire le système de défense devenu maintenant incontrôlable. A la fin, Reinforce se sacrifiera pour empêcher la recréation d'un système de défense. Elle fusionnera du coup ses pouvoirs avec Hayate et libéra les Worken Ritter. La séparation de Reinforce et Hayate fut très émotionnelle. Hayate en pleurs, triste de ne pas pouvoir être plus longtemps avec Reinforce alors qu'elle venait tout juste de se rencontrer. Dans l'épilogue, on apprend que Nanoha et Fate disent la vérité à propos de la magie et autres à Arisa, Suzuka et à la famille Takumachi, et que les Worken Ritter travaillent pour le Tsab pour se racheter. Dans un second épilogue, qui se passe quelques années après, où nos héroïnes sont des collégiennes, on apprend qu'elles travaillent toutes les trois pour le Tsab, et que le reste des données de Reinforce a donné naissance à Reinforce Zwei. Puis la troisième saison, Ririkaru Nanoha Strikers. Cette série se passe cette fois-ci 10 ans après la précédente, nos héroïnes ont donc maintenant 19 ans et travaillent ardemment pour le Tsab. Cette série est la seule à avoir 26 épisodes au lieu de 13 comme les précédentes. Et le début se concentre moins sur Nanoha et Fate et plus sur de nouveaux personnages étant Subaru, Tiana, Erio et Karo. Hayate voulant créer une force spéciale dans le Tsab dont le travail serait d'agir en cas de désastre sans passer par d'autres sections et de s'occuper des Lost Logia. Alors avec l'aide de Nanoha et Fate ainsi que le soutien d'un petit nombre de grandes têtes du Tsab, la section Riot 6 fut créée. Nanoha étant instructrice fut en charge d'entraîner les 4 nouveaux, les Forward, tandis que Fate en tant qu'officier exécutif ou Enforcer
avait pour travail de continuer toutes les investigations concernant les reliques, un type de l'Astrologia. On découvre petit à petit comment sont nos protagonistes maintenant devenus adultes. Nanoha est devenue beaucoup plus mature et sage, ne fonçant plus la tête la première, et Fate est devenue beaucoup plus sûre d'elle et maintenant capable d'agir seule, bien qu'elle reste toujours surprotectrice de Nanoha. Les premiers épisodes restent assez simples et calmes, nous faisant découvrir les nouveaux personnages et les suivant dans leur évolution au fur et à mesure des entraînements spartiates de Nanoha. On apprend ce que la Riot Six doit affronter est un type de drone qui a la capacité de nullifier le lien entre le mage et son device, rendant la magie pratiquement inutilisable. Fate identifie aussi le cerveau derrière les drones, Jail Scaglietti, un criminel que Fate poursuivait déjà depuis un petit moment. Lors d'un entraînement dont le but est de placer un coup sur Nanoha ou esquiver cette attaque pendant 5 minutes, Tiana et Subaru agissent de manière inconsidérée au risque de réellement se blesser. Cette action énerve Nanoha, ne comprenant pas pourquoi elles agissent de cette manière, et one-shot tire. Un peu plus tard, pendant que Nanoha et Fate partent en mission, les autres étant restés, expliquèrent au jeune Forward la raison de l'entraînement de Nanoha. On apprend donc que plusieurs années auparavant, lorsqu'elle avait environ 12 ans, Nanoha fut grièvement blessée à cause d'un surplus de stress accumulé à force d'utiliser toute cette magie et un système de cartouches instable à l'époque. Nanoha s'est donc retrouvée dans un état proche de la mort où ça aurait été déjà un miracle si elle pouvait simplement remarcher. Mais avec beaucoup d'efforts, elle a pu retourner au travail. Nanoha ne souhaite donc pas que la même chose arrive à d'autres, d'où son entraînement. Après toutes ces explications, la série retrouva sa tournure calme et simple précédente. Jusqu'ici, cette première partie nous plonge principalement dans l'univers qui entoure la série, nous donnant plus de détails sur le sable, la technologie et les différents mondes. Jusqu'à un certain point, l'épisode 11 très précisément, avec l'arrivée d'un personnage qui va changer la tournure de la série et aura un énorme impact sur nos deux protagonistes, Fate et Nanoha. Et spécialement Nanoha, je parle bien entendu de Vivio. L'arrivée de Vivio s'accompagne des Numbers, 12 cyborgs de combat dont on apprendra plus tard que Subaru et sa sœur Ginga le sont aussi, ainsi que l'implication directe de Scaglietti qui veut récupérer Vivio pour pouvoir l'utiliser. C'est à ce moment qu'on entre enfin dans le vif du sujet et que petit à petit la série va devenir de plus en plus sombre. À l'hôpital de l'église du Roi Saint, il est découvert que Vivio est en fait une clone comme Fate et Ryo par la même occasion. En attendant de retrouver une famille pour la petite fille, Nanoha décide de s'occuper d'elle. Peu de temps après, Nanoha devient officiellement la gardienne de Vivio avec Fate. Le petit quotidien de Nanoha Mama et Fate Mama avec Vivio commence donc. Petit à petit, l'instinct maternel de Nanoha devient de plus en plus fort et elle commence de plus en plus à apprécier la petite Vivio et leur quotidien à toutes les trois. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, tout ne pouvait pas rester comme ça éternellement. Lors d'une mission de protection, lors d'une conférence de presse au QG du Tsab, Scaglietti et les Numbers, accompagnés d'une jeune mage invocatrice Lutetia, d'un mage belkien Zest et un Unison Device similaire à Aline, Agito attaquèrent simultanément le QG et les baraques de la Riot Six. Dans cette attaque, la sœur de Subaru Ginga fut récupérée par les Numbers et les baraques de la Riot Six furent détruites, et Vivio fut kidnappé. Nombreux furent les blessés suite à cette attaque. Et bien qu'à première vue Nanoha semblait normale continuant son travail, son cœur se brisa lorsqu'elle vit la petite peluche lapin qu'elle avait donnée à Vivio complètement brûlée sur le sol. Dans la soirée, Nanoha va se retrouver sur le toit d'une des baraques à regarder l'horizon où elle sera rejointe par Fate. L'arrivée de la blonde va chambouler Nanoha et elle va commencer à lâcher tout ce qu'elle a sur le cœur, à s'énerver contre elle-même pour ne pas avoir réussi à tenir sa promesse avec Vivio avant de fondre en larmes dans les bras de Fate, qui la tiendra fortement contre elle, tout en retenant ses larmes et rassurant Nanoha qu'elles sauveront Vivio. Je vais m'attarder quelques instants sur cette scène très émotionnelle, car c'est pour moi une scène très importante dans l'évolution des personnages de Nanoha et Fate. Premièrement, je pense que si à cet instant Fate n'était pas venue rassurer et soutenir Nanoha, je suis quasiment certain que Nanoha serait partie toute seule aller sauver Vivio et qu'elle aurait fait tout et n'importe quoi pour. Très sincèrement, je pense qu'à ce moment, Nanoha a compris en partie ce qu'a dû ressentir Pleschia lorsqu'elle a perdu Alicia. Mais grâce à la présence de Fate, Nanoha a réussi à se maintenir. Fate a toujours été là pour elle, à la soutenir et à l'aider. Nanoha n'a jamais été seule depuis qu'elle a Fate, à la différence de Pleschia qui, elle, était seule. Si Pleschia avait eu quelqu'un pour la soutenir comme pour Nanoha, alors peut-être que les choses se seraient passées différemment.
Il faut aussi comprendre qu'à ce moment, Nanoha est brisée, elle a mal au cœur rien qu'en pensant à ce qui pourrait arriver à Vivio. Nanoha avait enfin commencé à voir et considérer Vivio comme sa propre fille. Fate aussi d'ailleurs. À ce moment, elle est tout aussi mal que Nanoha. Vivio est aussi sa fille, et voir Nanoha dans un état pareil ne l'aide pas à se sentir mieux. Mais elle fait de son mieux pour être forte, parce qu'elle doit être forte pour Nanoha, de lui montrer qu'elle n'est pas toute seule et que tout espoir n'est pas encore perdu. Cette scène montre parfaitement la relation de confiance et de soutien, et même plus, qu'il y a entre Nanoha et Fate. Scaglietti fera une nouvelle annonce où il expliquera qu'il active le Cradle, une ancienne arme Belka qui peut être considérée comme un Ostroga, capable de détruire des mondes entiers, qui est alimenté par les pouvoirs du roi saint dont Vivio en est le clone. Après tout cela, le travail de la Riot Six reste techniquement le même. L'arrestation de Giles Scaglietti et le sauvetage de Ginga et Vivio ne sont que des suppléments dans la résolution. Ils se sépareront donc en plusieurs petits groupes. Fate s'occupera de l'arrestation de Scaglietti, Nanoha et Vita s'occuperont de stopper le Cradle et sauver Vivio, Hayate s'occupera de ralentir le Cradle et ouvrir la voie, et les Forwards s'occuperont de stopper les Numbers et Lutetia ainsi que sauver Ginga. Pendant ce temps, Zest et Agito se approcheront du QG du Tsab, mais Shignum et Rin les intercepteront. Shignum et Zest s'affrontent à un 1 contre 1 classique qui se finit par la mort de Zest qui confia ensuite Agito à Shignum. Tandis que Fate s'attaquait à la base de Scaglietti, dans le Cradle, Nanoha et Vita se séparèrent. Vita se dirigea vers le moteur pour le détruire et Nanoha alla à la salle du trône pour sauver Vivio. Cependant, une fois arrivé à la salle du trône, la Number Quattro activa la relique se trouvant dans le corps de Vivio pour la transformer et en profiter pour l'hypnotiser, et lui faisant croire que Nanoha avait fait du mal à sa mère alors que c'est justement Nanoha sa mère. La mère et la fille se retrouvèrent donc à s'affronter dans un combat à mort. Pendant que Nanoha se battait du mieux qu'elle pouvait pour ne pas blesser Vivio, elle continue à fouiller l'entièreté du Cradle à la recherche de la Number Quattro. Une fois trouvée, Nanoha lâcha l'une de ses techniques les plus puissantes pour abattre Quattro d'un seul coup, ce qui annula l'hypnose de Vivio, sauf que son corps étant toujours sous l'emprise de la relique, de ce fait elle ne pouvait s'empêcher d'attaquer Nanoha. Vivio hurla et pleura Nanoha de la laisser tomber, sauf que Nanoha refusa d'abandonner sa fille. Chacun de leur côté, les Forwards réussirent à mettre hors d'état de nuire les Numbers et Lutetia et à secourir Ginga. Fate réussit l'arrestation de Giles Scaglietti et Vita arriva à détruire le moteur du Cradle. Puis Nanoha réussit à sauver Vivio de l'emprise de la relique, ce qui la fit retrouver son apparence de petite fille. Une fois tout le monde sauvé, Scaglietti enfermé dans une prison de haute sécurité, certains Numbers ayant accepté de coopérer ainsi que Lutetia et Agito furent envoyés dans un centre de réinsertion pour qu'elles puissent plus tard vivre normalement à l'extérieur. Après la réparation des baraques de la Riot Six, cette dernière poursuivit ses activités pendant encore 6 mois avant d'être désassemblée. Les agents de la Riot Six retournèrent donc à leurs anciens travaux, certains eurent des promotions d'ailleurs. Erio et Karo allèrent travailler sur la protection écologique sur un autre monde. Tiana commença son travail de Enforcer avec Fate. Et Subaru alla travailler dans le groupe de secours anti-désastre du Tsaba. Quant à Vivio, elle est entrée dans une école pour mages et continue de vivre paisiblement avec ses deux mamans, Nanra et Fate. Une fin très paisible et heureuse. Et finalement, la dernière saison, Lyrical Nanoha Vivid, sortie en 2012. Cette série est en fait une adaptation du manga éponyme sorti en 2009 après l'annulation du manga Nanoha Force, qui était censé être la suite, se passant 6 ans après Strikers. La série sortie en 2012 contient 12 épisodes et le manga étant sorti en 2009 a continué jusqu'en 2017 avec un peu plus d'une centaine de chapitres. A la différence des précédentes séries, celle-ci ne se concentre pas sur Nanoha, mais bien sur sa fille Vivio Takamachi. Cette série est aussi beaucoup plus calme que les précédentes, devenant plus une série de type Slice of Life. La série se concentrant plus sur le quotidien de Vivio et ses amis qui s'entraînent durement pour devenir de puissantes artistes martiales. Mais cette série aussi plonge un peu plus dans le lore et l'univers, nous faisant découvrir plus en détail Midchilda et d'autres mondes, ainsi que certains bâtiments et autres. Et on apprend beaucoup plus de choses sur l'histoire de Belka, en particulier sur l'histoire du roi saint Olivier, dont Vivio est le clone. Cette série nous permet aussi de voir comment vivent nos anciennes protagonistes dans un temps de paix. Je ne parlerai pas par contre de Vivid Strike, cette série étant un spin-off de la dernière saison, et bien que cette série soit effectivement canon dans la série, elle n'a pas de réel intérêt dans la série en elle-même. C'est bien pour ça qu'elle ne possède pas le titre de Lyrical Nanoha.
À côté de ça, comme je l'ai dit précédemment, il y a aussi 4 films. Le premier, The Movie First, est donc un récap de la saison 1, avec quelques modifications. Une légère modernisation des technologies magiques, on voit moins la famille Takamachi, et on apprend un peu plus sur le passé de Pressure via un certain nombre de flashbacks. Il est aussi montré un petit peu plus gentil dans le film. Petite anecdote d'ailleurs, ce film existe dans la continuité principale. Ce film, c'est un film éducationnel fait par le Tsab avec Nanhai Fate comme principale consultante sur le film. C'est d'ailleurs suite à la demande de Fate que Pressure est montré plus gentil. Le deuxième film, Second Ace, est lui aussi un récap de la saison 2 avec quelques changements comme la disparition de Lizzie et Lottie, leur maître. Et tout comme le premier film, celui-ci existe aussi dans la continuité principale, sauf que celui-ci aura été fait par un studio terrien. Les deux films suivants, Reflection et Detonation, sont une suite de films qui se passent plusieurs mois après le deuxième et montrent des événements et des personnages provenant du jeu PSP The Gears of Destiny. Ces deux films, eux, n'existent pas dans la continuité principale, tout comme bien évidemment les événements et les personnages. Il y a aussi des mangas, bien évidemment. Les mangas des 3 premières saisons sont simplement des chapitres bonus ajoutant des choses se passant avant et après et parfois pendant, donnant un peu plus d'informations sur la série. Les mangas des films sont pareils d'ailleurs, et comme indiqué plus tôt, Vivid est un manga complet, comme Force dont je ne parlerai pas. Aussi accompagné d'un manga bonus Vivid Life, aussi écrit par Masaki Tsuzuki, qui est principalement comique et beaucoup plus ouvertement Yuri. Et il y a un dernier titre de manga, Lyrical Nanra Innocent, qui lui se base sur le jeu du même nom, provenant de la continuité Brave Duel. Voilà du coup ce qu'est la série, j'ai fait de mon mieux pour résumer un maximum mais vous donner assez d'informations pour peut-être attiser votre curiosité. Je vous incite vraiment à aller voir cette série si vous ne la connaissez pas. Dans la deuxième partie qui sortira je ne sais pas quand, je parlerai donc plus en détail de l'univers et tout ce qui l'entoure et un petit peu des personnages. Et pour ceux qui se demandent, je compte bien évidemment faire une vidéo à propos de la relation entre Nanoha et Fate. C'est prévu mais ça ne sortira pas tout de suite. Mais pas d'inquiétude, ça sortira un jour. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous connaissez déjà la série ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bye tout le monde!